Sachez qu'en tant qu'entrepreneur, vous construisez votre monde autour de vous. On vous voit, vos enfants vous voient, votre communauté juste à côté de vous. Vous transformez sans le savoir votre environnement. Sachez-le, même si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de fonds, vous vous entraînez. Vous les construisez. Vous les construisez. Vous leur montrez qu'il y a une seule valeur qui vaille, c'est le travail, le courant ses rêves. Donc, même si financièrement, peut-être vous pensez que vous n'avez pas réussi, mais vous avez construit des personnes autour de vous. Bonjour, Monsieur Adama Touré, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Baldé. Ravi d'échanger avec vous. Le plaisir est partagé. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît, nous parler un peu de votre parcours et d'où venez-vous? Je suis ivoirien, fait mon parcours scolaire universitaire en Côte d'Ivoire jusqu'à mon 2A et je suis venu en France faire un doctorat en mathématiques appliqué à la finance. Et après, j'ai passé après 15 ans de gérant de fonds, de marché financier à Paris et à Londres, aussi aux États-Unis. Et après, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat sur le continent africain, voir ce que je peux apporter en tant que diaspora au continent africain. Donc, votre entreprise en particulier s'appelle Trip Afrique et donc vous l'avez créée en 2016. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait en quoi consiste Trip Afrique et pourquoi en fait vous l'avez créé? Je donne toujours souvent l'exemple pour que les gens comprennent très bien. Si je suis à Paris et que je vais aller à Berlin, je vais sur Internet, je cherche directement le billet de train, d'avion ou même de véhicule, je le trouve, quoi. Imaginez sur l'instant que vous voulez partir de Bamako à Kachola en Côte d'Ivoire. Allez-y trouver la possibilité de voyager, quoi. Voilà. Est-ce que j'ai les moyens de me déplacer de Bamako à Kachola? J'en sais rien. Et ça, c'est la problématique dans tout le continent africain. Des trucs à c'est effectivement mettre à disposition des informations pour les usagers, mais mieux leur permettre de pouvoir réserver et payer leur billet pour se déplacer sur le continent. Comment est-ce que l'idée m'est arrivée? C'est effectivement, j'ai fait une bonne partie de mon parcours professionnel en Europe. Quand je retournais en Afrique, quand je devais me déplacer, il fallait que je ne sois pas programmé à l'avance. Ici, on peut programmer son séjour. Si j'ai une semaine en Afrique, c'est vraiment l'aléa. Donc, on arrive, bon, le prochain quart, c'est quart, on ne sait pas. Donc, on s'assoit toute une journée, on fait une demi-journée, voire une journée pour avoir le cas qui va partir, je sais pas moi, du sud au nord. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la problématique à laquelle j'étais confronté. Et comment ne pas trouver une solution qui va permettre de résoudre ça pour les D'accord. Et donc, du coup, j'ai vu qu'en fait, d'abord, vous avez été incubé à HEC Paris via la station F, qui est le plus grand incubateur du monde. Ensuite, vous êtes passé aussi par l'accélérateur qui est lié en fait à la prestigieuse université MIT aux États-Unis. Et donc, en fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre un incubateur et un accélérateur et aussi qu'est-ce que ces deux expériences vous ont apporté concrètement en fait par rapport à Trip Afrique? Donc, la première chose que j'ai faite, c'est d'avoir un advisory board de personnes dans l'entourage du sujet que je souhaitais traiter. Et également aussi de personnes qui ne soient pas forcément dans le secteur. Souvent, on dit quand on est dans le domaine, c'est je suis financier, hein, j'ai un prisme financier. Mais si je vais prendre un médecin, lui, il aura un autre prisme qui est complètement différent au mien. Donc, il y a une perception que je n'aurais pas eue si j'avais posé la question cas des financiers. On serait parlé entre nous. Mais un médecin qui n'est en rien ça, il va ouvrir votre regard sur d'autres aspects que vous n'avez pas forcément vu. Ça, c'était le premier élément qui challengeait déjà mon idée. Est-ce que monter un projet de transport ou bien de liaison en Afrique, est-ce que ça fait sens? Quelles sont les problématiques? Quels sont les sujets? Voilà. Donc ça, j'ai déjà challengé cette idée-là. Et les conseils utiles. Deuxième élément, je dis, OK, je ne suis pas du monde forcément des startups. Moi, j'ai quand même une grosse expérience financière dans les grandes institutions, donc je ne suis pas forcément dans ce monde-là. Comment on fait pour réussir? Je me suis beaucoup documenté et j'ai échangé beaucoup à propos de cela. Donc, qu'est-ce qui était évident pour moi? Quel est le chemin qu'il fallait que je suive? Le premier chemin, c'est ce qu'on appelle l'incubation. L'incubation permet, comme le terme le dit, de mûrir l'idée. Ce n'est pas vraiment le projet en soi, hein, c'est vraiment l'idée. Donc, je vais challenger ça dans des contextes réels. Je vais avoir ce qu'on appelle un POC. Je vais délivrer un premier outil qui permettrait de pouvoir le tester sur le marché. Déjà, est-ce que ça fait sens? Est-ce que ce que je veux faire, c'est vraiment ça? Premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'il y a un appétit des utilisateurs pour mon outil, pour mon idée?
Donc, ça, c'est vraiment l'incubation. Comme on dit tantôt, l'expression, c'est l'incubation. Donc, première étape, l'advisory board. Deuxième étape, l'incubation. Si l'incubation a réussi, vous allez dans la phase d'accélération. C'est assez simple, hein? C'est vie d'une personne. Vous naissez, vous êtes enfant, vous grandissez, vous devenez adolescent, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est aussi classique que ça. Il faut avoir un chemin bien défini, bien tracé et le suivre. Ne pas dévier. Dans les accélérateurs, il y a deux niveaux d'accélérateur. De qualité. Il y a l'accélérateur qui est pour ceux qui sortent juste de l'incubation. Puis, il y a l'accélération qui est le produit est vraiment en phase de développement. Il y a une appétence là-dessus. Et comment est-ce que j'élargis ça au grand public? Donc, chaque partie a disons, un rôle bien spécifique. L'incubation, pour répondre à votre question, l'incubation permet de maturer l'idée, de maturer le projet. Et l'accélérateur, comme aussi le terme le dit, accélérateur de scale-up, permet de le déployer à grande échelle. D'accord. Voilà. Comme vous êtes passé par l'incubateur d'HEC, après vous avez fait l'accélérateur de la MIT en fait. Est-ce que du coup pour les jeunes africains qui n'ont pas cette chance-là de passer par des incubateurs ou des accélérateurs, comment en fait ils pourront se préparer pour pitcher en fait devant un jury? Parce que notamment vous étiez en 2017, en fait juste un an après la création de votre entreprise, vous figurez parmi les 100 startups africaines dans lesquelles il faudrait investir, notamment un programme qui était soutenu aussi par Air France ou même la Banque africaine de développement. Au début de mon intervention, j'ai dit il faut que chacun effectivement définisse un peu son chemin. Ça, c'est important. Quel est le mot qui permettrait de réussir? Premier élément, deuxième élément que je dois compléter, quels sont les moyens dont je dispose de faire? Et je prends l'exemple souvent de la fois. Il y a les jeunes filles qui commencent au bas âge à vendre des oranges ou de l'eau au bord de la route, mais qui, des années plus tard, sont de jeunes commerçants qui vont dans les grands marchés, qui vont à Dubaï, en Chine, mais ils ont commencé tout petit. Ils n'avaient pas les ressources qu'on pouvait accorder à quelqu'un, 1 million d'euros, 2 millions d'euros pour commencer. Mais ils avaient une vision. Quelles sont mes ressources? Et du coup, là, il faut s'entourer des personnes pour définir son parcours. Il faut un mentor ou… Tout à fait. Ça, je vous conseille uniquement, si je parle de l'advisory board, c'est ça pour moi. Le mentorat, c'est comme l'école. Hein. Quand on va à l'école, au CPM, vous avez des maîtres qui vous enseignent, qui vous donnent des rudiments. Et après, quand vous allez arriver dans la vie active, ces rudiments, vous allez faire des mix qui vont vous construire vous. Mais les bases, là, qui vous ont aidé à les avoir, chercher des mentors, donc, chercher des conseillers qui vont vous challenger, qui vont vous aider, qui vont vous donner des conseils. Le pitch, ça ne s'improvise pas. Fait 30 secondes de pitch, 3 jours de préparation. Il n'y a pas d'improvisation. Oui, il faut se préparer. Ah oui, il faut travailler, Je résume tout ce que je dis et en même temps que j'intéresse celui qui est en face de moi en 30 secondes. En 30 secondes, c'est ça. Bah justement, moi, j'appelle ça les élévateurs pitch, dans le sens où on a quelques minutes en fait précises pour convaincre les personnes. Et justement, en fait, j'avais une question parce que je me demandais en fait, parce que souvent quand on est en Europe ici, on se dit bon, j'ai un diplôme d'une école européenne, on va dire, donc en soi, j'ai une longueur d'avance par rapport aux gens en Afrique. Et du coup, parfois, on se dit bon, peut-être que si je rentre là-bas avec un document PowerPoint où j'ai juste mis la présentation de mon business, quelques produits, services et quelques analyses financières, peut-être que si je vais pitcher devant une entreprise, peut-être que je serai prise. Est-ce que c'est vraiment la réalité ou pas en fait? Parce que je me dis en fait, quand on est fraîchement diplômé, parfois on a plein d'ambitions, on se dit bon bah je vais aller en Afrique pour essayer de faire des business, mais concrètement, est-ce que si on vient juste avec son PowerPoint, ça peut changer quelque chose ou pas? Ou c'est juste de l'illusion? Oui et non, je vais donner deux exemples. Quand je suis allé à l'incubateur HEC, à la station F, ils vont demander un pitch deck. Le pitch deck, c'est au minimum 20 pages, quoi, avec des business plans, des prévisions de business plans sur les 5 prochaines années. Quand je suis allé à San Francisco, ils ont supprimé toutes les parties, ils n'ont regardé que 10 slides. Ah oui. Les premières parties qu'ils ont supprimées, ce sont les prévisions financières. C'est la première partie qu'ils ont supprimée. Ça fait mal quand même. Hein. Non, mais, ils ont raison. Pour commencer un projet, vous ne savez pas dans 6 mois, dans 1 an où vous serez. On vous demande de faire un business plan sur 5 ans, honnêtement. Mais, vous savez ce que ça veut dire? Oui. Ça n'a pas de sens, premièrement.
perdez du temps dessus, alors que de vous concentrer sur votre produit, sur le client. Voilà. C'est ça qui est le La plus important. solution qu'il faut, en fait, pour résoudre le problème, c'est ça? Exact. D'accord. Je donne un exemple simple. Quand je devais rentrer à l'incubateur à la santé, je trouve que dans le jury, il y a quelqu'un qui a un expatrié européen qui a fait plus de 25 ans en Afrique. D'accord. Je connais les réalités. Hmm. Je suis entré, je lui ai dit voilà, je souhaite réserver un billet de car entre Mbeya et d'Angola. Une ville en Angola et puis en RDC. Hmm. C'est exclame, non, c'est pas possible. Je dis voilà, voici le problème que je vais traiter. Hmm. Donc, je n'ai pas fait un long discours. J'ai mis en face de la difficulté réellement, ce qu'on appelle le hurdle. Hmm. Ils ont compris la difficulté. Hmm. D'accord. Mais si je expliquais à quelqu'un qui a fait, qui était en Suisse pendant toute sa vie, il n'est jamais sorti de Suisse, Hmm. si je réservais un billet entre, je ne sais pas moi, Katula et Kai, il dit oui, c'est normal, ce n'est pas le problème. Oui, parce qu'il ne connaît pas les réalités du terrain. Comment essayer un peu de concilier son temps entre les questions stratégiques et opérationnelles? Parce que souvent, beaucoup d'entrepreneurs, je trouve que beaucoup d'entrepreneurs perdent beaucoup trop de temps en fait sur l'idée du projet, l'idée. Alors, au lieu de passer par exemple au prototype en fait et de concrétiser les choses, qu'on perd beaucoup trop de temps à la pensée. Est-ce que du coup, il faut un équilibre entre le temps qu'on accorde au côté opérationnel et stratégique à la fois ou pas? Il faut aller très vite au produit. Il faut déjà avoir quelque chose qu'on peut tester. L'idée, c'est bien, mais il faut aller voir le client avec quelque chose. Après, discuter entre stratégie et opérationnel, bon, c'est pas là que je constate quelques déviations. Je constate beaucoup de déviations au niveau des entrepreneurs africains sur le temps qu'ils passent à faire des concours et des challenges. À faire des quoi? Pardon, j'ai pas entendu. Des concours Ah oui, et des challenges, d'accord, les concours et les challenges. Ok, d'accord. ça n'apporte rien. C'est 2, 3, 4, 5, 6. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Hmm, d'accord. En fait, un ou deux, ça donne une visibilité. J'ai un produit, je peux avoir une visibilité parce que je peux toucher une cible et Hmm, éventuellement parce que j'ai un produit qui est plutôt adressé aux entreprises. hmm. Donc, si je passe dans un concours et que je suis bien vu, je peux avoir accès à son entreprise. Ça fait sens. Donc, vous aurez une stratégie très claire. Moi, je peux penser que je vais faire comme un avion qui va faire Paris-Abidjan en 10 minutes. Hmm. C'est génial. Est-ce que le client qui voyage, il a besoin de ça? Ouais, il faut C'est répondre c'est aux besoins particuliers quoi, du client, du coup. quand je vais aller confronter mon idée à celui qui va l'utiliser, c'est là que je vais un vrai feedback. Allez très vite au produit et tester sur le marché. Même s'il n'est pas parfait, surtout, il ne faut pas qu'il soit parfait. D'accord. Et du coup, en parlant de déploiement, en fait, j'ai vu que vous êtes actif dans 12 pays africains, dont par exemple le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou encore l'Égypte. Est-ce que du coup, vous pouvez nous expliquer en fait, comment vous avez fait pour vous expandre plus facilement en Afrique, en fait, dans plusieurs pays en juste 3 ans? Déjà, tout va de l'idée de base. C'est Mhm, important. Et ça, je donne aussi aux entrepreneurs, cette fois-ci africains. Pensez toujours très grand. mhm. Un adage, un sage disait, vise le ciel, si tu n'as pas le ciel, tu auras les étoiles. Ouais. Mhm, Donc, si déjà la vision se dit, je veux couvrir le monde entier, vous verrez que dans votre façon de fonctionner, dès le début du projet, vous allez penser grand. Vous allez structurer votre projet dans cette ambition. Mais si dans votre ambition, vous voulez faire ça sur, je ne sais pas moi, la Côte d'Ivoire uniquement, évidemment que votre raisonnement va rester sur la Côte d'Ivoire. mhm. Voilà. Et si dès le début, vous avez dit, moi, c'est vraiment le monde entier que je couvre, vous verrez que vos interactions, vos échanges, les personnes que vous allez contacter, ça sera plus le même sens, les mêmes questions, les mêmes conseils que vous allez demander aux uns aux autres. Voilà. Donc, sur l'étendue, ça se voit très vite. Hein. Lorsqu'on commence à échanger avec les gens dans le secteur du transport, du Mali, euh, du Ghana, il y a les compagnies de transport. Donc, vous ne pouvez pas uniquement faire dans un seul pays. Le fait même, le projet amène à se déployer dans d'autres pays. Mhm. Voilà, ça c'est vraiment naturel, notamment en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de commerce inter-État. On peut partir d'Abidjan jusqu'à Lagos, en traversant le Ghana, le Bénin. Donc, déjà, cet acteur-là vous amène à penser déjà grand.
Mhm. Il y a d'autres projets qui sont effectivement, je ne sais pas moi, je veux développer le bien-être des populations villageoises dans un village, je sais pas moi, à Caille. Mhm. Évidemment, donc quand vous êtes pris à la, donc pensez comme ça, pensez vraiment dans cet endroit-là. Le deuxième élément, c'est que dans l'ambition, moi, c'est vraiment l'Afrique entière que je vais trouver. Mhm. Donc mes interactions, je un peu tout le monde. Donc à chaque fois quelqu'un me disait, quand je disais à quelqu'un Camerounais encore pour challenger mon projet, mais j'ai le même problème aussi au Cameroun. Donc ça m'intéresserait qu'on puisse vraiment regarder, faire là-bas. Et les conditions en plus ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que vous pouvez, vous le faites dans le cas de startup, vous pouvez déployer une solution dans un pays. Et Mhm. dans le pays voisin, vous allez déployer qui va échouer. Donc, parce que les mentalités ne sont pas les mêmes, Mhm. l'approche n'est pas la même. Donc, déjà, dans un premier temps, c'est comment est-ce que je vais tester dans différents pays, avoir un retour terrain pour mieux affiner mon produit. D'accord. Ça, je l'ai vu. Hein. En Côte d'Ivoire, les gens ont peut-être, par exemple, beaucoup plus la facilité de payer par mobile money, etc. Et quand Mhm. je vais au Burkina à côté, les gens n'ont pas encore cette habitude de paiement par mobile money. Ils ont plus de payer par cash. Par Donc, cas. si je déploie seulement, voilà, si je déploie seulement la solution dans le contexte ivoirien, ça marche très bien que ça déploie. Dès que tu vas aller au Burkina, que ma solution ne sera pas adaptée à la réalité locale. Mhm. En Égypte, c'est complètement différent. Au Cameroun, c'est la même chose. Au Cameroun, quand on va les compagnies camerounaises, elles sont beaucoup plus sur le pays. C'est-à-dire n'y a pas de relation de transport entre le Cameroun et le Gabon, le Cameroun et le Tchad, c'est vraiment très limité. Alors qu'en Afrique de l'Ouest, c'est vraiment inter-État. J'avais vu qu'en 2018, vous travaillez avec 52 compagnies et du coup, vous couvrez plus de 500 lignes de transport en fait en Afrique. En fait, je veux savoir aussi parce que comme vous étiez en France ici, vous avez quitté votre poste en France pour aller en Afrique. Souvent, la problématique qui se pose pour les gens de la diaspora, c'est qu'en fait, on a du mal à trouver des partenaires de confiance locaux qui sont en Afrique. Vous, comment en fait vous avez fait pour dénicher vos partenaires locaux et aussi comment en fait vous avez su que c'était vraiment les bons partenaires pour vous pour réaliser votre projet? Okay. J'ai peut-être une expérience que j'explique toujours où j'interviens pour donner des conseils en entrepreneuriat. Mhm. Il ne faut pas voir l'Afrique comme étant une zone à part en entier. Je donne un exemple simple. Si vous faites du business en France avec cette méthodologie, si vous allez en Allemagne, ce n'est pas du tout la même méthode. Mhm. Si vous allez en Chine, ce n'est pas du tout la même chose. Si vous allez au Brésil, en Inde, ce n'est pas du tout la même chose. Donc l'Afrique aussi a ses spécificités. C'est à vous de connaître le contexte dans lequel vous travaillez. Mhm. Voilà. Il ne faudrait pas arriver en Afrique avec, entre guillemets, nos certitudes européennes et arriver pour dire, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas comme ça? Pourquoi est-ce que les gens ne fonctionnent pas comme ça? Est-ce que quand vous arrivez en Chine, vous demandez aux Chinois de travailler comme les Européens? Non. Mhm. Vous adaptez au contexte. Et ça, c'est très important. Moi, je vois beaucoup de gens de la diaspora africaine dans le Afrique. En réalité, ce n'est pas vrai. C'est difficile parce que nous, on a un carcan, entre guillemets, occidental. Si vous allez au Brésil, vous n'allez pas utiliser le carcan occidental au Brésil. Vous allez vous adapter au contexte. Mhm. Donc, Exactement. ça, c'est vraiment le big point qu'il faut que les gens aient. Vous pouvez faire en Afrique, quel que soit l'endroit où vous allez. Comprenez d'abord le contexte dans lequel vous allez. D'accord. Est-ce que du coup, vous, dans votre business model, en fait, du coup, parce que comment ça se passe en fait? Est-ce que vous gagnez des commissions sur les compagnies ou comment ça se passe? C'est vraiment classique. Hein. C'est comme si vous allez sur n'importe quelle compagnie, n'importe quel site en ligne, vous réservez un billet du voyage et du que vous voulez, vous avez des commissions. D'accord. Et donc, sur quels critères en fait vous sélectionnez en général les compagnies? Est-ce qu'il y a un critère particulier pour sélectionner les entre guillemets vos fournisseurs, du coup, je dirais? Il y a tous les critères, que ce soit des collaborateurs, les associés, les fonds, les fournisseurs, toujours. C'est moi qui les choisis. 5 critères à peu près qu'on fait respecter aux compagnies. Mhm. La première règle, il faut que ce soit légalement constitué. Ouais, Ça peut être banal quand on dit oh, ouais. vous comprenez ce que je veux dire? Mhm. Si je dis ça à quelqu'un en Europe, parce que je veux dire, quelqu'un qui est en Afrique, il comprend, il sait de quoi je parle. Voilà. Mhm. Il y a beaucoup de compagnies qui ont pignon sur rue, mais qui légalement ne sont pas constituées. S'il y a un accident, s'il y a un problème, comment vous pouvez résoudre si elles ne sont pas légalement constituées? Deuxième élément, il faut qu'elles aient des lignes de transport qui soient fixes, bien connues.
Il y a des compagnies de cars qui n'ont pas vraiment de ligne fixe, qui choisissent un peu chaque jour. S'il y a plus de clients qui vont sur telle destination, ils vont chercher. Ça, on ne peut pas travailler. Nous, on a une plateforme sur laquelle on doit mettre des horaires, on doit mettre des destinations fixes. Premièrement. Deuxièmement, il faut qu'il y ait des gares, des stations, on appelle des stations d'Europe aussi, fixes aussi. On va se lever dans Dakar, on dit c'est où on gare, où on charge, on ne sait pas. C'est à la sortie de la ville, là. On charge les gens là-bas. Voilà, donc c'est réalité là, voilà. Donc, ce sont ces critères-là. En 2016, j'ai vu que vous étiez 3, notamment vous étiez avec 2 autres monsieur. Et donc, en fait, comment en fait, vous pouvez dire comment faire en fait pour trouver les bons associés et surtout quelles sont les erreurs à éviter parce que souvent c'est une des questions que beaucoup d'entrepreneurs se posent au début de leur parcours. L'association, c'est d'abord pour moi à 70-80%, on partage à peu près les mêmes valeurs. D'accord. C'est quelqu'un, c'est un ami, vient m'apporter quelqu'un, c'est qu'on est café, il parle de tout et de rien. Vous voyez, est-ce que vous avez à peu près une vision, pas commune, en tout cas que vous pouvez partager des choses ensemble. D'accord. On aime le football, par exemple. Si mon associé n'aime pas le football, ce n'est pas le problème. Par contre, derrière, quel est l'esprit que je développe en aimant le football? Le football, c'est d'abord un sport collectif. Lui, il peut ne pas aimer le football, mais il peut aimer le basket. Donc, derrière, la collaboration, c'est quelque chose qui, vous deux, ça vous intéresse. Voilà. Donc, passez du temps avec la personne, prenez du café, parlez même pas boulot si vous voulez. Il faut que humainement, oui, voilà, j'ai envie de faire quelque chose de cette personne. Et ça, il n'y a pas, pour moi, hein, il n'y a pas un spécial de la psychologie, il n'y a pas de règle préétablie. Voici, il faut que la personne coach ça. D'accord, ok. Ouais. Vous avez des amis depuis votre enfance, avec qui vous êtes restés en relation jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens avec qui vous êtes connus et puis bon, vous avez coupé prêt pour voir. Voilà. Le reste, la complémentarité technique. Est-ce que du coup, au cours de Trip Afrique, est-ce que vous avez fait des levées de fonds pendant votre expérience chez Trip Afrique ou pas? Si oui, est-ce que vous pensez que quand on fait une levée de fonds, il n'y a pas un peu un risque de dilution au niveau du tour de table, en fait, le nombre de tours de table à force d'en faire des levées de fonds? Est-ce que c'est pas un risque de dilution, en fait? Et surtout aussi, est-ce qu'il y a des erreurs en particulier qu'il faut absolument éviter à faire pendant les levées de fonds, par exemple? L'erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est qu'ils pensent que pour entreprendre, il faut de l'argent. D'abord, est-ce que mon projet que je porte, c'est un projet viable? Et après que l'argent vient permettre de développer. Il faut d'abord s'appuyer sur son projet. Moi, c'est paradoxal, je choisissais les investisseurs avec qui je voulais travailler. Vous choisissez vos propres investisseurs, vous, du coup? Oui. Et les gens qui veulent mettre l'argent, j'ai dit non, parce que le but ne passait pas. Il y a beaucoup de levées de fonds. En réalité, on dit la boîte à lever de fonds, mais les anciens dirigeants ne sont plus dirigeants. Oui. Ah, ça c'est la règle. Vous allez vous rendre compte que vous ne dirigez plus, c'est le fonds qui va venir, qui va gérer, qui va imposer ses règles. Votre rêve, votre ambition personnelle qui vous nourrissait, qui fait que vous leviez à 3 heures du matin pour poser ce projet, vous allez le perdre très vite. Parce que le fonds, quand il arrive, il est rentable. Pour votre rêve là, il n'a que faire. Alors, dès que vous allez perdre votre rêve, votre ambition, là, vous n'en faites pas, votre projet va mourir en plus. Donc, vous devez vous associer avec des collaborateurs, si vous voulez, qui partagent la même vision que vous. D'accord. Donc, ne pourrez pas trop gérer l'argent. Si votre projet est bankable, ok, ça marche. Ne vous en faites pas, ce sont les fonds qui viendront. Ça, il y a beaucoup de projets, on connaît ici. Dès que les gens font la levée de fonds, les capitalistes sont à la porte pour investir dans ce projet. Aujourd'hui, Tesla, le projet de Elon Musk, investisseurs, il y en a en petit, on voit là. Mais au début, quand il avait l'idée, personne ne pouvait le suivre. Quand vous avez parlé de doute, en fait, il y a une phrase qui m'a marquée. En fait, vous avez dit que l'une de vos citations favorites, c'est tout est impossible jusqu'au jour où on arrive à le rendre possible. Et donc, du coup, est-ce que vous, de votre côté, qu'est-ce qui, en fait, a nourri ce mental-là de guerrier, je dirais, et aussi, est-ce que vous avez en particulier eu des doutes parfois au cours de votre parcours entrepreneurial ou des difficultés que vous avez surmontées facilement? Oui, celui qui n'a pas eu de doute, il ne pourra pas être. Qu'est-ce qui fait que vous allez
plus loin, le fait que vous croyez en votre projet. Et les matins, vous vous levez, il y a tellement de mauvaises nouvelles que vous-même vous avez envie de mettre la clé sur la porte et c'est bon. Et qu'est-ce qui fait la différence entre deux entrepreneurs? Il y a un qui dit, mais cette tonne de difficulté, je vais quand même les enjamber. Et l'autre va dire, non, c'est pas possible, je peux pas. L'autre, il va réussir. Même s'il n'a pas réussi dans ce projet-là, il aura acquis beaucoup d'expérience. Ça, c'est une des choses que j'ai appris aux États-Unis. C'est que les États-Unis, ils n'ont pas peur de l'échec. Au contraire, de l'échec, on apprend beaucoup sur soi et sur les autres et sur son environnement. Dans le monde francophone en général, que en France comme en Afrique francophone, on a peur de l'échec. On a peur qu'on dise que j'ai échoué. On a peur soi-même, on a peur. Non. Aux États-Unis, on vous apprend à échouer. Mais d'en faire un facteur de leverage, de leverage. J'apprends de cette erreur-là. C'est mieux. Chacun a une éducation, chacun a un parcours personnel qu'il a forgé, il y a des expériences qu'il a vécues, qui font qu'on atteint un seuil de fait que vous arrivez à franchir des difficultés. Comme l'exemple du coronavirus, je le montre un peu. En Europe, ici, on est tellement aseptisé, que lorsque le virus est arrivé, il y a eu beaucoup de décès. En Afrique, le virus a moins d'impact, pour une des raisons, c'est qu'on vit dans un contexte où il y a plusieurs virus. Donc, le corps a appris à s'adapter, à lutter contre ces infections-là. Alors qu'en Europe, le corps ne sait plus se battre contre ces infections. Donc, dès qu'il y a une difficulté qui arrive là, celui qui a déjà appris à se battre, entre guillemets, c'est un peu plus facile pour lui de surmonter la difficulté. Donc, voilà. Donc, moi, cette partie, je pense que c'est une expérience personnelle, les épreuves qu'on a vécues. Pour moi, les épreuves ne sont pas mauvaises. J'ai une question, notamment, en fait, il y a une anecdote qui m'a frappée parce qu'au début, vous avez dit que vous étiez, comme avant de commencer Triparfit, du coup, qui est une entreprise, qui a une plateforme, en fait, pour réserver son ticket en ligne en Afrique, de bus, d'avion, etc. En fait, au début, vous étiez gérant de portefeuille, donc à Paris. Après, du coup, vous avez décidé de rentrer, en fait, mais avant ça, il y a eu un problème qui s'est passé, c'est dans le sens où, pendant votre activité, en fait, de gérant de portefeuille, à un moment donné, en fait, vos collègues devaient spéculer sur les marchés financiers, en fait, notamment tout ce qui est les denrées alimentaires, en fait, notamment le blé, le riz, etc. Et donc, du coup, en fait, vous avez décidé de ne pas spéculer sur les denrées alimentaires parce que vous avez dit que ça allait avoir une répercussion sur des millions de personnes en Afrique, notamment, c'est ce qui a eu comme conséquence en plus les émeutes de la faim, en fait, en 2008. Du coup, tout le monde se rappelle en Côte d'Ivoire, par exemple, au Nigeria ou même en Haïti aussi. Est-ce que, du coup, vous pensez qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit avoir une responsabilité sociale et environnementale, en fait, surtout? Pleinement. Et pour moi, c'est même pas à 90%, c'est à 100%. Pour deux raisons fondamentales. La première raison, quand on est entrepreneur, on change des choses. Et pour changer des choses, on les change dans deux sens, de façon positive et de façon négative. Dans ce qu'on veut changer, on veut apporter quelque chose de mieux. Voilà. Donc ça, ce sens-là, pour moi, il est fondamental. Deuxième élément, c'est vrai que quand on est un peu plus jeune, 15 ans jusqu'à 25 ans, 30 ans, maybe, on a des aspirations. Voilà. Arrivé à un âge où, en tout cas, après quelques années dans la profession, on se pose la question du sens. Quoi. Pourquoi je le fais? Et c'est important, pourquoi? Parce que c'est ce qui fera que le matin, vous allez vous lever avec une envie de réussir quelque chose. Une fois, il y a des témoignages qui me sont arrivés sur la plateforme, de personnes qui disent, voilà, qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des compagnies d'État qui faisaient bien comme Marco, qui pourraient maintenant avoir sa pointe. Pour moi, pour celui-là, je lui enlever une épine du pied. C'est pas le volet, c'est seulement, là, je dis, OK, right. J'ai eu une added value, au moins celui-là. Et c'est pour cette raison. C'est-à-dire une, deux, trois, quatre, cinq personnes. Voilà. Cette situation est importante. Donc, je pense que la responsabilité sociétale pour les entrepreneurs que nous sommes, nous voulons changer les choses. Quand on travaille dans une grande entreprise qui est déjà établie, OK, qui fait, je ne sais pas, qui fabrique des voitures, bon, votre boulot, fabriquer des voitures, point. Vous ne demandez pas de réfléchir à la stratégie.
Vous êtes entrepreneur, c'est vous qui définissez la stratégie, c'est vous qui définissez l'orientation que vous voulez donner au produit. Mm. Donc, c'est un choix important. Il n'est pas seulement financier, il change au moins votre monde. Et là, du coup, justement, parce que le transport, en fait, en général, en Afrique, c'est un des secteurs les plus délaissés, malheureusement, par les gouvernements. Du coup, en général, c'est plutôt les bailleurs étrangers, en fait, qui viennent investir, mais plutôt dans l'infrastructure, en fait, tout ce qui est, par exemple, les ponts et chaussées, les routes, etc. Souvent, investir dans les infrastructures, se lancer là-dedans, il faut avoir beaucoup de capex, en fait, derrière, donc il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir financer des gros investissements comme ça. Moi, ce que je trouve, en fait, le problème, c'est que souvent, les jeunes, on a beaucoup d'idées, etc., mais on se dit qu'on n'a pas d'argent parce que aussi, on sait qu'en Afrique, les banques, elles ne prêtent pas beaucoup. Et même le taux de bancarisation aussi, il est très faible. Et du coup, alors qu'on a beaucoup d'idées, etc., est-ce que du coup, il faudrait peut-être pas s'appuyer sur justement l'exposition du mobile banking, l'exposition d'Internet, en fait, pour essayer de proposer des solutions qui sont, on va dire, à faible coût et qui sont beaucoup plus catalyseurs, en fait, pour l'Afrique, quoi, plutôt que d'essayer de rester dans un schéma traditionnel où il faut beaucoup de capex, il faut beaucoup d'investissements, il faut beaucoup de partenaires étrangers. Selon vous, en fait, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais peut-être demander aux Africains de s'affranchir de ces barrières psychologiques. Sortons des modèles précables. Donc, est-ce que nous, on doit courir derrière le bien matériel, bien d'infrastructure tel qu'on a en Europe aussi? Ou est-ce que nos forces qui sont en Afrique, c'est ce qu'il faut mettre en avant? Dans le Tibet, par exemple, en Asie, eux, c'est beaucoup plus, entre guillemets, le bonheur national brut qu'ils vont mettre en avant. Ok, je n'ai pas de grosse voiture, pas de Mercedes, je n'ai pas de Range Rover, soit est-ce que je suis heureux chez moi? Eh bien, si c'est ça, lui, qu'il veut mettre en avant, il le mettra en avant. Il y a peut-être d'autres choses à inventer. Il y a d'autres solutions. Quel est le problème que je veux régler réellement? On pose la question quand vous avez fait les coachings de l'entrepreneur, on pose la question du why. Pourquoi? Pourquoi faites-vous cela? Posez-vous la question, c'est quoi le why? Pourquoi? Il y a une première raison qui arrive. Cette première raison, posez-vous la question du pourquoi de cette raison. Vous verrez que généralement, on va arriver à l'estime de soi. Ou bien le regard des autres dans ma communauté. Bon, peut-être que je ne suis pas milliardaire, mais je suis le plus grand savant, me donne cette estime-là. Peut-être que je ne suis pas la plus grosse Mercedes, mais je suis le seul instituteur du quartier, du village qui a ce respect. Pourquoi je le fais? Donc, si je conseille l'infrastructure, la raison, c'est quoi? Ça rejoint un peu la citation d'un entrepreneur qui est hyper connu d'origine américaine. Il a dit qu'en fait que les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais ce pourquoi vous le faites en fait. C'est un peu le système d'or en fait. Du coup justement ça rejoint un peu. C'est pas ce que vous faites, mais ce pourquoi. Ce pourquoi vous le faites, oui. Un autre exemple simple. Parce que comment est-ce que j'ai pu aller plus vite? J'ai fait 52 compagnies. Je pas venu les présenter une plateforme super géniale. Quand on clique, ça va très rapide. Les compagnies s'en foutent complètement de ça. Quel est le vrai problème? C'est qu'elles ont du mal à remplir leur car véhicule. C'est ça son problème. C'est pas l'outil super génial, j'ai codé en Python, en C++, en ce que vous voulez. Non, ils s'en foutent. Quel est le problème